What is your profession? J'en fais des bandes dessinées. Je vais faire de la bande dessinée. De la bande dessinée? T'es devenu complètement con ou quoi? Cette connerie de BD sent-elle succès à des kilomètres? Je fais pas de BD. Même que j'en ai rien à foutre. Parler maintenant d'une bande dessinée qui, elle aussi, est un de tes tout gros coups de cœur. Absolument. Avant que tu nous en parles, j'ai réussi à trouver, ça se fait de plus en plus maintenant, je me rends compte dans les mangas, dans les bandes dessinées, des vidéos, des bandes annonces de bouquins. Je vous la partage, comme ça permettra aux auditeurs de tout de suite se faire une idée de ce qu'on voit. C'est parti. On va pas se mentir, c'est une tuerie que tu nous as ramené. Donc j'ai vraiment hâte que tu nous en parles. On t'écoute. Alors ça va être un grand plaisir pour cette chronique. Donc je vais vous parler d'un des auteurs majeurs de la bande dessinée de science-fiction contemporaine francophone. On était parti sur un des plus grands auteurs contemporains de... pour la première, on a tout sorti. On a été sortir les... On a Fabrice, les prochaines, ce sera moins bien, je vous le dis tout de suite. Non, ce sera mieux. Pardon. C'est parti. Non, mais pas le grand qui était magnifique. On m'avait pas dit. C'est pas pour ça que je paye pas, non? Donc, on va parler d'un des auteurs majeurs de bande dessinée science-fiction contemporain, à savoir Mathieu Bablet, et plus spécifiquement sa magnifique bande dessinée Carbone et Silicium, qui est parue en 2020 aux éditions Ankama. Alors, qui c'est Mathieu Bablet? Vous allez me dire, c'est un scénariste, dessinateur français qui est né en 1987. Et je crois, alors là, du coup, sans trop m'avancer, qu'on peut dire que dans les domaines de l'imaginaire BD, donc c'est avec Hugo Bienvenu, un des auteurs les plus intéressants de sa génération. Faut que tu rapproches un peu ton micro, s'il faut. Faut que je rapproche un petit peu mon micro, un des auteurs les plus intéressants de sa génération, donc. Bablet débute sa carrière professionnelle en 2011 avec La Belle Mort. C'est un magnifique récit post-apo avec des grosses bébêtes dedans. Ça devrait te plaire. Ouais, c'était très bien. Des grosses bébêtes. Il fait paraître entre 2013 et 2014 Adastré, qui est un récit de fantasy bien tripé dans une Grèce mythologique, vraiment entre l'étrange et le poétique. Entre 2018 et 2019, il dirige Midnight Tales. Alors ça, c'est assez intéressant parce que c'est une œuvre fantastique, mais qui est collective, où Bablet, en fait, œuvre un petit peu comme un showrunner dans les séries américaines. En fait, c'est lui qui coordonne un petit peu cet univers fantastique. Mais bon, ce qui fait, selon moi, rentrer cet auteur dans la cour vraiment des grands de la science-fiction en bande dessinée, c'est Shangri-La, qui a été publié en 2016. Excellente boisson. Moi, c'est souvent ce que je commande quand je sors. Je dis volontiers. En depuis 2016, Shangri-La. Une petite Shangri-La. Une petite Shangri-La, por favor. Pardon. Non, bah, vas-y, continue, on peut parler boisson, ça ira très bien. Non, Shangri-La, donc, c'est une fresque de science-fiction où l'humanité, après avoir rendu la Terre inhabitable... magnifique BD, on confirme. Après avoir rendu la Terre inhabitable, donc, l'humanité vit dans une station spatiale qui rend un culte au capitalisme et à la consommation. Ça n'a bien entendu absolument rien à voir avec notre situation à nous, c'est la science-fiction très spéculative qui a rien à voir. Très longtemps, ça. Rien du tout. Carbone et Silicium donc paraît en 2020 et marque, selon moi, l'avènement d'un tout grand du 9e art. De quoi ça parle, Carbone et Silicium? Alors, mon cher Laurent, dans un futur très proche, je dis bien une, IA est créée. La première intelligence artificielle forte, c'est-à-dire dotée d'une conscience d'elle-même, capable de sentiments, bref, en fait, un être vivant électronique. Immédiatement après la création, cette IA est clonée, puis implémentée dans 2 corps différents. Un corps de femme qui sera appelé Carbone et un corps d'homme qui sera appelé Silicium. D'ailleurs, si on passe en fait dans les images, on peut voir il y a certaines scènes où on remarque en fait cette détermination sexuée dans une scène qui est plutôt amusante d'ailleurs, puisque bien sûr c'est les corpos, les majors de l'entreprise qui créent les IA qui choisissent les corps. Donc pour la femme, c'est gros nichon, petit mamelon, lèvres petites, bref la pornostar droïde, alors que pour l'homme, le sexe doit pas être trop grand, parce que
ça risquerait d'un petit peu déstabiliser le consommateur ou les corpos, je ne sais pas. Donc c'est une scène assez amusante. Mais moi, ça me touche pas plus que ça, ce que tu dis. Donc Non, tout va bien. mais tout va bien. On est tous très très sûrs de nous-mêmes, hein, n'est-ce pas, messieurs? Donc, cette scène du choix des corps, non seulement elle est rigolote, bien sûr, mais surtout, elle fait partie du premier déterminisme de ces personnages, Carbone et Silicium. C'est un des trois déterminismes qui va façonner ce que seront ces intelligences artificielles. T'es en train de faire flipper les gens du chat. Hein. Progelium nous dit ah mais encore une IA, ça va sûrement mal finir. Non, non, ça serait mal connaître les auteurs de SF. Hein. Tout se passe Comment bien. ça pourrait mal finir? Ouais, oui. En fait, ça finit pas tellement. Je ne vais pas trop vous spoiler, mais Ça finit pas tellement. Bah, Si, mais sans nous. Tu sais, à la fin. mais sans nous, et tu. En fait, c'est le préquel du livre qu'il a écrit avant. Tu sais comment les humains disparaissent, c'est maintenant. Donc, premier déterminisme, donc ce corps. Deuxième déterminisme de ces intelligences, c'est la durée de vie qui va être fixée uniquement à 15 ans. Alors, cela pour deux raisons. Premièrement, parce que les corpos qui créent tout ça ont sans doute lu Philippe K. Dick ou vu le film Blade Runner, donc ils savent quand on met une durée de vie indéterminée pour une intelligence. Un ça truc se- qui est plus intelligent que toi et qui vit plus longtemps, ça commence quand C'est- même à sentir c'est le ça. sapin pour le créateur. Hein. Mais ils ont aussi une autre idée que, alors ça c'est un truc complètement de science-fiction qui est vraiment c'est la première fois que je vois cette idée, c'est l'obsolescence programmée. Jamais vu ça, hein, vraiment c'est une idée géniale. C'est en fait on va faire des produits de merde. Il y a les gars de Samsung qui ont lu ton bouquin aussi. Hein. Ah ouais, Là, il faut, là. c'est un bouquin de SF aussi Samsung. Ouais. Des produits de merde mais qu'on doit remplacer continuellement comme ça se vend. Hein. Bonne idée n'est-ce pas? Bref, ça c'est la deuxième déterminisme. D'abord le Fais corps. gaffe, ça risque de leur donner des idées. Hein. Faut Ouais. pas que tu dises ça. Tu crois? Parle-en pas trop. Non mais ça marche. Un truc que t'achèterais, Non, qui c'est too fonctionnerait much. encore, mais Non, qui non. Non fonctionnerait mais plus. les gens Enfin, vont non. pas être, Ah, vont les pas gens être si se cons. feraient pas Hein. avoir. Quand même, non, non. bien sûr que non. Donc, ce deuxième déterminisme, c'est la durée de vie. Mais bien sûr que ces intelligences, elles vont vouloir découvrir le monde, et donc, évidemment, à l'occasion d'une visite à l'extérieur, Silicium parvient à s'échapper, alors que Carbone, le personnage féminin, reste prisonnière, et ça va être le troisième déterminisme. C'est-à-dire que Carbone, le personnage féminin, va rester proche des humains et se montrer sociable, donc, parce qu'entre guillemets, elle grandit au milieu d'eux, alors que Silicium, lui, va entamer en solitaire un voyage sans fin autour de la Terre, parce qu'il veut littéralement découvrir chaque parcelle de la Terre. Donc c'est vraiment quelque chose de très contemplatif d'un côté, quelque chose de très sociable de l'autre. Dans le chat revient le mot Blade Runner où on parle aussi d'obsolescence programmée hein, Ouais. sur les Absolument. les robots. Le roman est d'ailleurs assez différent hein, du film, si jamais les deux sont très intéressants. Mais Parce que les moutons rêvent-ils, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Exactement, ouais. On parle aussi de Donjons et Dragons pour l'obsolescence programmée. Ah oui. Mais ça marche, ça marche. Donc ces IA vont chacune trouver un moyen d'étendre leur durée de vie. Hein. Carbone en changeant de corps régulièrement, mais toujours dans un corps féminin, parce que c'est son premier déterminisme. C'est vrai qu'on ne choisit pas son corps de départ, et ça va le rester pour elle, en tout cas, jusqu'à la fin. Elle va vouloir chaque fois se réincarner, se réimplémenter dans un corps féminin. Alors que Silicium, lui, va pas changer de corps. Par contre, il va pirater son propre programme, et son corps va vieillir. Alors que Carbone va constamment être jeune dans ce corps féminin. Lui, Silicium, va vieillir au fur et à mesure. La course à la vie éternelle, mais de deux manières différentes. Quoi. Exactement. Est-ce qu'on veut continuer à vivre dans un corps en pleine faculté, Oui. ou est-ce qu'on accepte l'âge sur soi-même et... Mais en même temps, c'est son corps toujours. Bien sûr. Voilà. Ouais. Donc il y a une relation au corps qui est tout à fait différente, évidemment, quand on change de corps ou quand on Donc garde toujours. il va dépasser cette espérance de vie de 15 ans, du coup. Absolument, parce que justement la durée de vie est étendue pour les deux parties et ça va se dérouler, le récit va se dérouler sur plus de 300 ans. On va pouvoir suivre en fait l'évolution de ces IA, mais on va aussi pouvoir voir le lent déclin de l'humanité suite aux catastrophes climatiques, aux guerres et aux famines. De nouveau, c'est vraiment de la prospective. Hein. On n'est pas du tout dans un truc, si peut-être un tout petit peu réaliste, parce qu'il y a un moment, peut-être qu'on le verra. Sur la vidéo, il y a quand même quelques petites piques hein, à l'actualité. Là, je vous fais une citation, hein, c'est vraiment dans l'ouvrage. On entend la télévision, projetée d'ailleurs sur écran géant à l'extérieur, on entend donc la télévision dire « Le gouvernement français qui en appelle à la responsabilité des citoyens pour limiter le réchauffement climatique à 15 degrés à l'horizon 2300. » Donc, Ah ouais. bon, on est assez raisonnable par rapport aux engagements qu'on a actuellement. Je pense qu'on est assez sur la bonne lignée. Là, c'est pas trop la prospective. Dans le chat, j'ai une question de rôliste qui est intéressant. Est-ce que ça a un lien avec le jeu de rôle Eclipse Phase? Non, mais c'est une excellente référence. Eclipse Phase, c'est un des meilleurs jeux transhumanistes qu'il m'était donné de voir. Alors, comme ça évolue très vite, il est peut-être un tout petit peu ancien aujourd'hui par rapport aux évolutions technologiques puis à la philosophie liée au transhumanisme. Mais par contre, c'est une somme de ce que c'est le transhumanisme et de ce que peut devenir le transhumanisme. Alors, si vous avez aimé
Eclipse phase, qui est d'ailleurs une phase dans le développement de maladies, si j'ai bon souvenir, non? C'est pas le Eclipse moment. Ouais, la phase Eclipse. Peut-être. Alors, je crois qu'il faisait référence à ça, en tout cas, dans le titre. Mais si vous avez aimé ce jeu de rôle qui parle vraiment de transhumanisme, je pense que vous aimerez beaucoup Carbone et Silicium, parce qu'il y a plein de thématiques qui vont se rejoindre. Alors sur une tonalité moins sombre, hein, parce que Eclipse, c'est vraiment c'est l'horreur cosmique, enfin de l'horreur spatiale. Là, on est plus dans quelque chose de poétique, mais quand même de sérieux. Moi, j'ai la même référence que Jonky, Altered Carbon. Qui, alors, moi, j'ai vu la série. Je dois être un des rares qui a bien aimé, mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la première saison. Elle était vraiment intéressante. Et il semblerait que le bouquin de ce que le chat en dit correspondent assez à cette notion. Alors oui, c'est vrai, mais sauf que dans Carbone et Silicium, c'est vraiment des IA, et ça pose la question différemment, alors que dans Altered Carbon, c'est de Morgan, c'est des humains. Et la question se pose pas du tout de la même manière d'aller d'un corps à l'autre, alors que pour une IA, il n'y a aucun problème en fait de changer de corps, ça pose pas une forme de schizophrénie. Est-ce que vous avez compris pourquoi Boris est beaucoup mieux payé que moi? Allez voir le titre de la série. Altered Carbon. Altered Carbon vous avez compris pourquoi. Richard Morgan. Richard Morgan. D'ailleurs, petit aparté, qui a fait une trilogie de fantasy absolument démentielle. Richard Morgan. Ça s'appelle Terre de héros. L'auteur de Altered Carbon. Exactement. Bientôt très fort. Reviens sur Carbone et Silicium. Sur Carbone et Silicium, et pas de Carbone altéré. Donc, Carbone et Silicium, c'est un récit d'errance, d'évolution, mais aussi et surtout, en tout cas selon moi, de déterminisme, et de peut-être comment est-ce qu'on peut dépasser ce déterminisme ou l'accepter, ou un petit peu des deux, finalement, ce qui finalement est assez humain, je trouve. C'est un récit de deux individualités qui, à la base, étaient totalement semblables, hein, puisque, je répète, c'était vraiment la même IA qui a été implémentée dans deux corps différents, mais qui deviennent différentes, donc, en raison de leur vécu respectif. C'est aussi un récit apocalyptique, puisqu'on voit l'humanité lentement péricliter, s'enfermer dans des mondes virtuels, laissant le climat se détruire et laissant les réfugiés mourir les uns après les autres devant des murs toujours plus hauts. Alors je sais pas, c'est vraiment plaisir, hein, dis donc, tu nous régales. Hein, non, mais il y a de la poésie quand même. Oui, il y a quand même de la joie. Je sais pas si on pourra le voir, mais si on peut le diffuser, mais il y avait une très très belle image, notamment qui reprenait, qui dessinait, mais dans un futur éloigné, genre en 2200, qui reprenait la fameuse photo du petit Aylan. Vous vous souvenez, ce petit réfugié syrien qui était mort et qui a été pris en photo sur une plage turque, une image qui avait vraiment bouleversé l'Europe pendant facilement 2 jours, avant qu'il y a d'autres sujets plus intéressants, comme le sport. Mais l'auteur joue aussi avec ces clichés contemporains, ce qui revient un petit peu à la discussion qu'on avait off avant. La SF décrit normalement toujours le présent, c'est très rarement le futur qu'on décrit, d'habitude c'est plutôt le présent. Donc Carbone et Silicium, comme vous l'avez compris, c'est certes un récit sombre, mais en même temps c'est un récit qui est intensément vivant, qui est sans, entre guillemets, moraline bien pensante, qui va nous balancer des vérités et une bienséance, un bien faire un petit peu facile et quelquefois très puéril, mais en même temps qui est sans concession sur ce que nous réserve le futur si on continue à faire comme maintenant. Bref, en fait c'est un récit tout ce qu'il y a de plus adulte. Pour finir, Boris, pourquoi il faut le lire? Alors, pourquoi il faut le lire? Déjà parce qu'en termes de science-fiction, c'est juste parfait. On a tout. On a des IA avec des problèmes que cela suppose. On a un contexte politique et social qui est hyper cohérent. On a une durée conséquente qui permet de déployer... Arrêtez tout. Il a raison. Est-ce qu'il y a des piou-piou? Est-ce qu'il y a des piou-piou? Il y a un peu de piou-piou. Est-ce qu'il y a de la bagarre? Eh oui, il y a de la bagarre. Il faut commencer par cet argument, Boris. Les prochaines chroniques, je commencerai par dire s'il y a de la bagarre ou pas. Voilà, s'il te plaît. Mais bien sûr qu'il y a de la bagarre. On est quand même dans une espèce de cyberpunk post-apo. Il y a de la bagarre dans les bouquins aussi. Tu l'as glissé là, c'est bon, t'as bien fait. Il y a même des gladiateurs. Et quel gladiateur? Et attention, c'est de la bagarre. Vous avez vu avant un peu la bagarre qu'il est capable de faire, Fabrice? Ah ouais, c'est qu'un aperçu dans ses bouquins. C'est des trucs de traître et tout. À un moment, ils sont dans une arène de gladiateurs, puis il fait Harry Potter. Il gagne. Vas-y, continue avec tes arguments. Donc il y a de la bagarre, il y a des courses-poursuites complètement haletantes. Alors on l'a lancé là, maintenant ils vont nous sortir tous les trucs. Tu peux y aller, hein. Il y a des combats dans les mondes virtuels. Donc c'est assez génial d'ailleurs parce qu'on peut voir des scènes de combat qui se déroulent à la fois dans le monde normal, un petit peu à la cyberpunk, où tout est lent.
En fait. Et juste à côté, il y a le monde virtuel où tout est en hyper accéléré. Puis en fait, il s'est passé même pas une seconde et il y a des centaines d'actions qui sont déroulées en même temps. On a aussi dans cette bande dessinée une durée conséquente qui permet de déployer l'intrigue et de suivre l'évolution des personnages et évidemment la lente dégradation de la vie sur Terre. Donc pour moi, franchement, en termes de science-fiction pure, c'est un carton plein. En termes de narration, les personnalités de Carbone et de Silicium sont très différentes, mais sont juste parfaites. C'est cohérent, c'est touchant, c'est sensible, mais c'est sans sensiblerie. De nouveau, on n'est pas dans un truc un peu larmoignant, un peu gnangnan. Non, non, les personnages sont, j'ai envie de dire, très humains, malgré le fait que ce soit des IA. Ils sont parfaits dans leur écriture. Et puis, on finit, parce que c'est quand même de la bande dessinée, le dessin. Mais le dessin de Mathieu Bablet, c'est magnifique, c'est sublime, c'est original, c'est une patte qui est complètement inimitable. Enfin, c'est un des grands de la bande dessinée contemporaine qui est en train d'émerger. Là, les scènes dans les réseaux virtuels sont absolument démentielles. D'ailleurs, il opère sur une inversion des couleurs, en fait, par rapport aux couleurs normales. Il fait l'inverse au niveau chromatique et ça donne un effet hyper déstabilisant, mais très très clair quand on est dans ces univers virtuels. Les villes, on en parlait off, il a sûrement été influencé, je pense, enfin j'espère, qu'il a lu Blame de Tsutomu Nihei avec ses gigantesques fresques dans une ville infinie. Là, Bablet, il a un plaisir dingue à dessiner les villes, des immeubles avec des centaines de fenêtres, des destructions. Enfin, Akira, c'est un peu le cas aussi. On complètement. Akira, il y a aussi chaque fenêtre a été dessinée. Il y a une vraie considération pour l'architecture. On sent quelque chose de ça. Bablet a clairement été biberonné aussi au manga. Ça se sent clairement. De Blame, qui était architecte avant de devenir. C'est ça. C'est en combien de tomes? C'est en un seul volume, et ça aussi c'est bien, c'est un one-shot, donc qui se termine. Il existe deux versions, je vous le dis, si vous le cherchez demain à la fin comme ça, il existe la version régulière et une version carbone, du coup, qui est noire, avec la tranche noire. Les deux versions sont similaires, à la différence de ce changement chromatique de couleur dont Boris vous parlait. Donc et puis, voilà, je peux encore m'étendre à fond sur le dessin autant que vous voulez, mais vraiment, il y a quelque chose d'assez génial. Même si vous n'aimez pas du tout la science-fiction, mais par contre, vous aimez bien la bande dessinée et le beau dessin, mais jetez-vous dessus, quoi. Juste pour ça, en fait, la bande dessinée vaudrait le coup. C'est une BD d'une rare intelligence, d'une grande sensibilité. Le dessin est superbe. Je pense vraiment c'est un must pour tous les amateurs de BD. On a compris, t'es hypé. Et puis, un dernier truc pour finir, de vous vendre l'histoire, c'est Alain Damasio qui a rédigé la postface de cette bande dessinée. Alors, si ça, c'est pas un gage de qualité, je sais pas ce qu'il vous faut. Une dernière question pour clôturer là-dessus. Voilà. Merci Boris, c'était vraiment très intéressant. Et il y a de la bagarre dedans. On te demande si, alors tu l'as dit, c'est qu'un seul tome, est-ce qu'il y a une suite qui est prévue? Est-ce que c'est ouvert à une possible suite? Pour l'instant pas, non. L'auteur est en train de travailler sur un projet qui est encore tout différent. Il le signalait dans plusieurs interviews. Il est évidemment très influencé par tout ce qui est contemporain. Et il disait par exemple que Shangri-La, il l'aurait pas écrit aujourd'hui parce que ce qu'il décrivait comme science-fiction à l'époque, c'est avéré aujourd'hui. Donc il essaie d'aller. Il a trop peur que ce soit vrai. C'est ça.